Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Delphine Cavallo et je vais donc vous parler d'Hypothèse, qui est une plateforme de carnet de recherche en sciences humaines et sociales. J'ai cru comprendre que nous étions minoritaires ici, mais dont l'expérience et le mode de fonctionnement a, je pense, le mérite d'exister et de devoir d'être exposé un peu à à l'ensemble des chercheurs. Voilà. Donc, pour présenter un peu l'institution qui porte cette plateforme, c'est le Centre pour l'édition électronique ouverte, qui est une unité mixte de service du CNRS, de l'Université d'Aix-Marseille, de l'École des études en sciences humaines et sociales et de l'Université d'Avignon. Donc, nous sommes assez méridionaux. Nous portons en fait plusieurs plateformes que vous connaissez peut-être. La principale, la plus connue, c'est Revue.org, qui est une plateforme de revue en libre accès. Nous portons également un site qui s'appelle Calenda, qui est un calendrier d'événements scientifiques. Et donc la troisième dernière née, c'est Hypothèse.org que je vous présente aujourd'hui, qui est née en 2008. Le Centre pour l'édition électronique ouverte est essentiellement basé à Marseille. La majeure partie de l'équipe se trouve à Marseille, mais nous avons également un bureau à Paris, où se trouve le directeur adjoint Pierre Mounier, donc, qui a participé à la semaine de l'Open Access, et un bureau également à Lisbonne, puisque nous sommes aussi en phase d'internationalisation et que nous avons un projet autour de contenu lusophone sur nos plateformes qui s'appelle Lusopen Edition. Voilà, c'est pour présenter un peu l'aspect institutionnel des choses. Et vous voyez que nous sommes une unité mixte de service et non pas une unité mixte de recherche. Donc nous sommes au service de la recherche et des chercheurs, et donc de tous les chercheurs, et pas seulement de ceux des institutions qui nous portent, ce pour répondre en partie à la question qui a été posée d'une autre manière ce matin. En fait, Hypothèse est donc l'une des trois plateformes d'un grand portail qui s'appelle Open Edition, un portail de ressources en libre accès en sciences humaines et sociales, sur lequel il y a donc Revue.org, 350 revues, Calenda, plus de 20 000 événements, Hypothèse, 575 carnets de recherche, et à venir des livres en sciences humaines et sociales à la rentrée de janvier. Je vais vous présenter Hypothèse en 4 points. Je voulais à la fois vous présenter l'outil, la plateforme, mais je voulais aussi entrer un peu dans les questions sur les usages qu'en font les chercheurs qui s'approprient cet outil et en quoi il répond à la question des réseaux sociaux par des questions de circulation, d'échange et d'invention de nouvelles pratiques d'écriture, parce que c'est bien la question qui a derrière celle de l'open access et des réseaux sociaux adaptés à la communauté scientifique. Donc Hypothèse, c'est d'abord une plateforme, c'est-à-dire un site, hypothèse.org, qui agrège les billets les plus intéressants publiés sur les 575 carnets de recherche que nous accueillons. Carnets de recherche, ce sont des blogs, techniquement ce sont des blogs, et nous les appelons carnets de recherche parce qu'ils ont été conçus comme d'abord la transposition dans le monde du numérique du carnet de terrain, du carnet de fouilles, du carnet de relevés archéologiques, avec ceci que cela reflète l'aspect chronologique, l'aspect notes, l'aspect notes prises sur le fil qui mêle à la fois des relevés de terrain propres et des impressions. Donc un moment de l'écriture scientifique qui jusque-là était caché et qui, par le biais du blog, rencontre un outil technique qui peut le valoriser. Donc ici, vous avez Hypothèse, vous voyez qu'elle est en anglais parce qu'en fait, on a internationalisé la plateforme qui reçoit en fait des contenus dans plusieurs langues, donc potentiellement toutes les langues. Ici, je vous montre la répartition disciplinaire déclarée par les carnetiers, donc les porteurs de carnets, sur Hypothèse en janvier 2012, sachant qu'en fait, entre janvier 2012 et décembre 2012, on a créé 150 à 200 carnets. Donc elle est plus forcément représentative, mais c'est pour vous dire qu'elle couvre un peu toutes les sciences humaines et sociales, avec évidemment des points forts, notamment sur la partie méthode et statistique, ce qui est intéressant et en même temps pas inattendu, parce que c'est bien
Là que d'abord se pose la question transdisciplinaire, hein, et la question de ceux qui travaillent sur les méthodes des statistiques en sciences humaines et sociales sont des gens qui souvent ont une propension à la publicisation de leur écrit assez forte en fait. Oui, un peu de joie dans ces hypothèses. Donc c'est 575 carnets et donc c'est quasiment autant d'usages potentiels de l'outil blog à des fins d'écriture scientifique. Donc il y a une diversité des objets et une diversité des usages. Là, je vous montre, ouais, c'est assez peu lisible en fait, soyons honnêtes, le catalogue des carnets sur hypothèse. Vous voyez, alors là, on a reproduit côté catalogue une catégorisation assez classique, mais adaptée au carnet. Donc on a défini des types de carnets. Vous voyez, carnet d'accompagnement de publication, carnet d'événements, carnet de bibliothèque, carnet de chercheurs, carnet de débat. Voilà. Il y a des carnets de doctorants, je vous les déclinerai plus après, mais c'était pour vous donner un premier aperçu, une première entrée dans cette diversité des usages. Donc je vous donne quelques exemples. Le premier type de carnet, c'est les carnets de chercheurs. Là, c'est Michel Vievorka qui a transféré son carnet de recherche qu'il développait ailleurs sur notre plateforme. Puisque c'est une plateforme dédiée, je vous expliquerai après un peu comment nous avons conçu les choses. Un autre exemple, c'est le carnet de Jacques Sapir, donc un peu moins personnalisé, puisque le nom n'est pas dans le nom du carnet, mais c'est un carnet donc Russe Europe. C'est typiquement le genre de carnet qui est dans un vrai dialogue avec la société et qui a un gros succès, qui est très repris au niveau du journalisme scientifique et des médias de manière générale. Un autre carnet de chercheurs, alors pour le coup plus confidentiel, mais très impliqué, très inséré, c'est Rumor. C'est le carnet d'un chercheur qui s'appelle Éric Verdeil, qui travaille au Grémont à Lyon et à l'IFPO à Beyrouth, et qui travaille sur donc l'urbain dans le monde arabe. Voilà. Et donc ça, ce sont des carnets qui sont portés par des chercheurs uniques. Donc là, vraiment sur le mode de transposition du blog personnel. Il y a des carnets également de doctorants pour enchaîner un peu sur les questions qui ont été posées ce matin. Quand un doctorant pose une candidature sur hypothèse, nous ne demandons pas son avis du directeur de thèse. Précisément pour les raisons évoquées ce matin, c'est qu'il y a des usages qui ne sont pas partagés par les directeurs de thèse et par les doctorants, mais aussi parce que les blogs sont vraiment un espace de liberté par rapport à l'écriture normée d'un rendu en colloque, en séminaire, l'écriture normée d'un article scientifique, et que là, pour le coup, demander à un doctorant l'avis de son directeur, c'est typiquement tout de suite l'enfermer dans des normes académiques dont le blog est absolument pas le porteur, au contraire. Un autre type de carnet de thèse, une enquête sur guerre, violence et socialisme en Bretagne, et un autre carnet de thèse qui est un peu en stand-by puisque la personne est en terrain en Syrie, sur le livre jeunesse dans les pays arabes. Et vous voyez qu'on peut très bien supporter les différents types d'alphabet et donc de langues. Mais en fait, une grande partie des carnets sont des carnets que nous accueillons, sont des carnets collectifs, donc des carnets portés par des équipes qui travaillent ensemble autour du projet et qui, autour de leur groupe de travail, qui souvent sont des groupes de travail qui sont limités dans le temps, autour d'un financement, typiquement un financement ANR, travaillent à la communication de leur projet de recherche, mais également, a posteriori, une fois l'ANR terminée, le carnet permet au projet de vivre dans le temps. On a aussi des carnets de séminaires, ça c'est un autre aspect important pour nous des blogs, c'est que donc le carnet de séminaire annonce la prochaine séance du séminaire, peut publier a posteriori les interventions, peut publier la capture des interventions, mais aussi publie la bibliographie et peut prolonger les discussions. Et l'idée
dans les carnets de séminaires, on rejoint une idée d'André Günther qui a été évoquée tout à l'heure, qui a lui une plateforme de carnet de recherche en culture visuelle. C'est l'idée que le blog est un séminaire permanent, au sens où c'est un séminaire qui s'abstrait des contraintes physiques et temporelles de présence et qui, du coup, élargit la discussion. Ça ne remplace pas le séminaire en présentiel, évidemment, mais ça élargit la discussion au-delà, dans le temps et au-delà de manière géographique, donc à des personnes qui ne peuvent pas y assister. Là, c'est les aspects concrets de la thèse, qui en fait était d'abord un carnet avant d'être un séminaire d'ailleurs. Dans les carnets collectifs, on a des carnets portés par des structures de recherche. Donc là, c'est un exemple, c'est un réseau thématique de l'Association française de sociologie. Notre exemple, c'est le groupe d'analyse politique d'une université, mais on a des carnets de labo également, de laboratoire. Et puis pour revenir à des usages qui étaient plus anticipés de notre part, le carnet de fouilles archéologique, qui du coup peut joindre dans un même billet à la fois le rendu écrit, le relevé et les photos, évidemment. Ce carnet-là, alors lui, j'y tiens particulièrement parce que c'est un carnet de terrain de Raymond Mony. Alors la personne qui le tient n'est pas Raymond Mony, puisque Raymond Mony est décédé. C'est une personne, donc un ITA du laboratoire, qui a eu en don les carnets de terrain de Raymond Mony, qui en fait travaillait dans les années 50, comme vous pouvez le voir, et qui a choisi de prendre l'objet homo, mais en le décalant dans le temps. Et donc il reproduit les notes de Raymond Mony jour après jour. En fait, il arrive même à dater ses billets du jour auquel Raymond Mony a vraiment fait ses notes. On voit bien que du coup les notes mélangent relevés, impressions, des choses pas très sympas sur son équipe, sur ses traducteurs, etc. Et dans le même temps, vous le voyez, il reproduit, il numérise le carnet de notes physique. Et donc, en fait, on regarde le carnet de notes physique avec tout ce qu'il y a comme information sur l'écriture. Et le carnet de notes, le billet de blog, qui lui respecte en fait l'unité documentaire, un jour, un billet. Ce qui n'est pas le cas sur le carnet de notes physique, puisqu'on passe d'un jour à l'autre sur une même page, etc. Voilà. On a des carnets de bibliothèque aussi, et ça c'est important de dire qu'en fait on est une plateforme de carnets de recherche qui s'adresse à l'ensemble des personnels de la recherche, donc pas uniquement les chercheurs, mais également tous les personnels accompagnant la recherche pour leur institution, pour leur communication. Et donc par exemple, les bibliothèques sont assez bien représentées. Là c'est la phonothèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Évidemment, la phonothèque a tout intérêt à faire un carnet puisqu'elle peut mettre en valeur le patrimoine iconographique et oral via le carnet. Et enfin, les carnets de livres, ça c'est important aussi parce que pour la transition, toujours sous ces questionnements sur les modes d'écriture, pour nous c'est important d'avoir de montrer qu'il ne s'agit pas on ne va pas, comment dire, fondre les différents modes d'écriture dans un seul média. Il s'agit bien de modes d'écriture différents, mais qui sont complémentaires. Typiquement, là, c'est le carnet d'un livre, donc un livre de sociologie quantitative, porté essentiellement par Pierre Merclé, qui a trouvé son prolongement dans un carnet où en fait sont publiés sous forme de billets des notes méthodologiques, des ajouts bibliographiques et qui font vivre le livre sur un autre espace. On a aussi des carnets de revues, puisque nous accueillons assez traditionnellement d'abord des revues. C'est sur ça que nous avons construit nos plateformes. Et là, c'est le carnet de la revue Terrain, que vous connaissez quand même peut-être, qui est une revue d'anthropologie, et qui utilise vraiment le carnet comme un objet de transfert, en fait. Chaque billet répond à une question de société. Là, c'est pas évident avec le titre que vous voyez là, mais il répond à une question de société et avec une petite présentation fait des liens vers l'ensemble des articles publiés sur le site de la revue qui donne un point de vue des chercheurs ou différents points de vue évidemment sur une question de société qui est souvent une question d'actualité. Et donc, comme je vous le disais, Hypothèse, c'est une plateforme qui est internationalisée. Et nous avons construit des partenariats avec différentes institutions, notamment l'Institut historique allemand de Paris,
qui a monté avec nous la version germanophone d'Hypothèse, qui maintenant a trouvé un financement par la Fondation Max Weber en Allemagne et avec un community manager dédié en Allemagne. Nous avons la même chose côté en Espagne, donc pour un portail hispanophone, avec l'UNED, qui est une université d'enseignement à distance à Madrid. Et nous avons également, toujours dans le cadre de notre projet lusophone, des carnets lusophones qui sont ici valorisés sur la plateforme Lusopen Edition. Vous les voyez à droite. Voilà. Et nous avons aussi des portails institutionnels, c'est-à-dire que des institutions nous demandent, utilisent en fait, nous demandent de contribuer à valoriser l'activité et la richesse de l'activité de leurs chercheurs et de leurs labos en faisant un portail institutionnel qui en fait valorise les billets publiés sur les carnets dont les auteurs sont rattachés à cette institution. Tout l'intérêt, c'est que ce n'est pas du tout une démarche d'en haut vers le bas, c'est-à-dire que ce n'est pas l'institution qui a dit il va falloir que vous fassiez des carnets de recherche, il va falloir, nous on va vous faire une jolie plateforme. C'est pas ça qui s'est passé, c'est les carnetiers viennent sur Hypothèse, donc indépendamment des rapports hiérarchiques et institutionnels. Et ensuite, l'institution demande à valoriser cette activité-là en agrégeant l'ensemble des carnets. Donc c'est le cas pour le HESS. Et c'est le cas pour la MMSH avec la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Évidemment, avant d'agréger un carnet d'un chercheur, on lui demande s'il veut bien l'être sur le portail de son institution. En général, il n'y a pas de problème, évidemment. Pour cette deuxième partie, je voulais vous montrer comment nous, côté plateforme, nous avons construit des outils et mis en place des dispositifs qui font que derrière la plateforme, il y a une communauté qui se construit, une communauté d'usagers, essentiellement donc de carnetiers, mais parfois aussi d'utilisateurs. Alors pourquoi nous avons fondé Hypothèse? Nous l'avons fondé d'abord pour répondre à un besoin de communication scientifique directe en sciences humaines et sociales, un besoin de communication scientifique directe que nous n'avons pas inauguré et inventé, qui existe avec les archives ouvertes, qui existe en fait, qui est intrinsèque au mouvement de l'open access, qui aussi vise à s'abstraire des médiations, des médiateurs entre la communauté scientifique et la société, ce qui est un besoin fort en sciences humaines et sociales, évidemment, parce que nous sommes soumis à des questions de la société assez importantes et souvent urgentes. Nous avons aussi monté Hypothèse parce qu'on avait remarqué, évidemment, on n'a pas inventé le blog de chercheurs. Les chercheurs, certains chercheurs s'étaient approprié l'outil bien avant, mais sur des plateformes qui n'étaient pas dédiées, ce qui pose des problèmes essentiellement de visibilité, parce qu'ils sont perdus au milieu des blogs de cuisine, de blogs de lycéennes, voilà. Et donc certains ont une identité académique et assez forte pour qu'ils soient visibles, mais d'autres étaient complètement perdus. Et il s'agit de leur donner les moyens d'être valorisés. Et aussi, derrière, il y a évidemment une forme de reconnaissance scientifique, de reconnaissance de la qualité scientifique des écrits. Il y a aussi l'idée de construire un outil d'information scientifique, donc de travailler à la plateforme comme un outil à la disposition des chercheurs. Et enfin, l'objectif, c'était vraiment d'accompagner les chercheurs dans l'invention de nouvelles formes d'écriture scientifique, dont on trouve des exemples sur tous les carnets. Après, plus globalement, l'idée, c'est que le blog scientifique se trouve un peu à l'interface de l'ensemble des modes de communication scientifique qui existaient, qui est traditionnellement, selon ces axes entre le privé, le public, l'oral et l'écrit. Vous voyez que on a différents modes de l'ensemble des communications qui font la recherche, qui font la vie du chercheur et qui font la recherche et qui font avancer la recherche. Et l'idée est que le blog, en fait, potentiellement peut se situer sur l'ensemble à l'ensemble des points de cet espace, parce qu'il est un outil simple, parce qu'il est public et qu'en même temps il permet le dialogue,
ce que je vous montrerai. Et l'idée était vraiment qu'après, c'est aux chercheurs de choisir où ils se positionnent, et il peut évidemment naviguer d'un point à l'autre. Alors concrètement, pour ouvrir un carnet sur hypothèse, en fait, c'est relativement simple. Hein. La plateforme est ouverte à l'ensemble de la communauté académique en sciences humaines et sociales, à l'ensemble des disciplines, et donc, comme je vous le disais, pas uniquement aux chercheurs. La condition est d'avoir un objectif ou un thème de recherche précis, identifiable, et derrière nous validons la candidature qui est déposée à l'URL que je vous donne. C'est l'équipe que je représente, le pôle information scientifique du CLEO, qui fait la validation de la candidature derrière. Voilà. Mais évidemment, nous ne sommes pas seuls. Il y a des conseils scientifiques derrière, qui sont des conseils scientifiques linguistiques, donc un conseil scientifique général essentiellement francophone, puisque nous sommes avant tout francophones, mais également un conseil scientifique germanophone pour les carnets en allemand, puisque nous n'avons ni les capacités linguistiques, ni la compréhension de la manière dont s'organise la recherche dans le monde germanophone pour être en mesure de valider, de détecter. En fait, en général, les candidatures sont acceptées. Hein. Il peut y avoir des soucis sur des petits points, des petits indices qui nous laissent à penser qu'il peut y avoir des soucis. Donc là, on s'en réfère au conseil scientifique germanophone et un conseil scientifique hispanophone, qui est le plus récent, donc le moins fourni pour l'instant. Voilà. Comme je vous disais, tout l'intérêt d'Hypothèse, c'est d'être une plateforme spécialisée en sciences humaines et sociales. Ce qui veut dire que techniquement, on a mis en place des fonctionnalités qui répondent aux usages, aux besoins des chercheurs. Donc la gestion des notes de page, la citabilité des billets et des pages, ce qui est fondamental, hein, puisqu'on est dans le monde non seulement de la citation, donc à amener la preuve, à amener ses sources, mais on est aussi dans le monde du web et donc de l'hyperlien. Et les URL non citables, cassées, sont un vrai problème pour les usages scientifiques, parce que ça veut dire que si vous relisez le texte dans 5 ans, vous ne pouvez plus accéder aux sources qui citent si les URL ne sont pas citables et maintenues. La compatibilité avec Zotero, alors je sais que la personne qui parle après moi va en parler un peu. Zotero, c'est un logiciel de gestion bibliographique, je pense que vous savez. Donc il est très facile d'importer les billets de carnet dans Zotero pour enrichir votre bibliographie. Alors nous avons par ailleurs obtenu auprès du Centre ISSN France l'attribution d'ISSN à chacun des carnets. Donc c'est nous qui l'avons obtenu. Maintenant c'est du coup assez répandu dans les usages pour les carnets de recherche au-delà d'hypothèses. Ça veut dire que les carnets sont reconnus comme des publications en série pour le coup. Et ça c'est un grand moment de reconnaissance de l'objet blog en fait de chercheurs. Après, on a d'autres fonctionnalités, comme par exemple l'insertion d'un plugin de LibraryThing. Je ne sais pas si vous utilisez... voilà. LibraryThing, c'est un service qui vous permet de rentrer l'ensemble des lectures que vous effectuez, en fait de gérer votre bibliothèque, donc de signaler vos lectures. Et là, vous pouvez, les carnetiers peuvent signaler sur leur page leur lecture en cours. Ce qui est une manière de partager la vie intellectuelle du chercheur par différents d'autres objets. Et l'indexation des billets dans Isidore. Alors Isidore, si vous n'êtes pas SHS, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Isidore, c'est un métamoteur de recherche dédié au SHS qui a été développé par le très grand équipement Adonis, qui est le très grand équipement pour le numérique dans les SHS, donc un équipement du CNRS. C'est un métamoteur, c'est-à-dire qu'il indexe, je ne sais plus combien de ressources en SHS, autant ALSHS que RevuePorg, que Hypothèse, que l'ensemble, que des bases de données qui auraient été montées par des labos, et qu'il les valorise. Donc il y a des entrées différentes, hein, par notamment des modes d'indexation par discipline. Voilà. Et les carnets et les billets sur Hypothèse sont indexés dans Isidore. Donc tous ces outils et d'autres font que Hypothèse est vraiment une plateforme spécialisée en sciences humaines et sociales. Là, c'est un exemple de la compatibilité avec Zotero,
pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Derrière aussi, comment la plateforme fait communauté, nous avons mis un ensemble d'outils et de dispositifs pour que les carnetiers discutent entre eux, se partagent à la fois des expériences techniques et des expériences d'usage. Alors on a une liste de diffusion des carnetiers, où ils peuvent poser des questions et les autres carnetiers apporter des réponses. Il y a une documentation technique, l'idée étant toujours que la technique ne doit jamais être un obstacle pour les chercheurs. Et qu'elle doit être au contraire à leur service. Nous avons des formations gratuites à l'usage de la plateforme. Il y a dans notre équipe un community manager qui est le relais auprès de l'équipe pour les carnetiers, et une maison des carnets que je vais vous présenter qui est disponible en 3 langues. C'est vraiment le site qui permet de trouver des réponses à des besoins techniques. Ce sont des besoins qui sont liés au logiciel, hein, notamment au logiciel que nous utilisons, qui est WordPress. Donc même si vous n'utilisez pas Hypothèse, mais que vous utilisez WordPress, vous allez peut-être trouver des réponses à des questions techniques. Alors là, je voulais un peu rentrer dans les contenus et vous montrer en quoi cette plateforme permet... à partir des fonctionnalités, permet des usages qui font vivre le dialogue, la communication et la discussion scientifique. D'abord sous l'angle de la circulation et des circulations et des usages. Alors évidemment, on est sur le web, donc dans l'écriture du blog, un usage courant, c'est celui des liens hypertextes, donc que vous voyez en bleu là sur cette capture d'écran. Vous savez que les liens hypertextes, ça sert à faire un lien vers la source quand elle existe sous forme numérique, et donc à faire des liens entre documents. C'est évidemment le principe du web, mais qu'on oublie un peu souvent et qui est fondamental pour la circulation entre écrits et donc dans un environnement intellectuel. Mais la spécificité des blogs, c'est que comme l'écriture est plus libre, là, on ne le voit pas, mais par exemple, dans l'ensemble, sur ce billet, c'est un billet d'une linguiste qui s'appelle Marianne Pavot, en fait, les liens peuvent amener autant à des billets de blog, des billets de carnet sur Hypothèse, qu'à des documents qui se trouvent sur Gallica, qu'à des articles de journaux, c'est-à-dire à l'ensemble des sources qui ont fait son cheminement intellectuel pour rédiger ce billet, qui ici, quand on est un peu abstrait de la contrainte de l'écriture scientifique revue par les pairs, ont tous droit de citer via l'hyperlien. Donc, mais l'hyperlien, en fait, c'est encore plus puissant que ça, parce que l'hyperlien, ça permet aussi de faire, vous voyez là, à gauche, deux carnets, 2 billets sur 2 carnets qui se trouvent sur Hypothèse, qui citent tous les deux un même billet qui se trouve également sur Hypothèse. Et donc à gauche, vous avez des hyperliens, et à droite, au bout des flèches, des magnifiques flèches, vous avez ce qui permet de faire des rétroliens, c'est-à-dire le sens inverse. Sur à droite, ce que vous avez, c'est le billet qui est cité, et qui en fait est capable de mentionner qu'il a été cité. Et donc en fait, là, on se trouve vraiment dans une circulation entre les documents. On n'est plus à sens unique. Et issu de ces citations, du billet en question, suit une discussion sous forme de commentaires. Et c'est en ce sens, c'est l'un des outils, en fait, c'est la base du web, mais c'est assez puissant quand c'est appliqué à la conversation scientifique. Et c'est quelque chose qu'on ne mesure pas toujours. Du coup, un porteur d'un carnet sur Hypothèse qui s'appelle donc SocioArgu a eu l'idée de tracer les liens entre billets sur Hypothèse, de regarder comment circulent, donc comment dialoguent entre eux via ces hyperliens les carnets sur Hypothèse. Alors ça a donné l'hypothésosphère, c'est-à-dire les liens entre carnets. Elle date de 2010, donc il y avait assez peu de carnets à l'époque. Et donc ça montre les proximités intellectuelles, les proximités parfois personnelles, hein, entre carnetiers. Donc là on est bien dans les liens entre carnets.
c'est-à-dire maîtrisée par les auteurs des carnets. Et là, un autre chercheur, Pierre Merclé, qui a fait sur son propre blog ce qu'il appelle l'hyposphère. Pour le coup, c'est la circulation de lecture entre les carnets. Donc, il a tracé comment les lecteurs passent d'un carnet à l'autre. Et il s'est rendu compte qu'en fait, alors ça à une autre époque, il y a beaucoup plus de carnets, mais il a fait une hypothésosphère comparée. Il s'est rendu compte qu'en fait, la circulation des lecteurs, elle dépasse les liens proposés par les carnetiers. Heureusement, il y a une liberté des lecteurs dans l'usage des carnets. Et voilà. Mais évidemment, ça reproduit en partie la proximité intellectuelle, mais pas que. Une autre fonctionnalité de base dans les blogs, dans les carnets, qui fait aussi, qui reproduit dans le domaine scientifique, donne tout son intérêt à cet outil, c'est les commentaires. Alors, les carnetiers sur hypothèse ont le choix. Ils peuvent très bien décider de fermer les commentaires, de modérer les commentaires a priori ou de les modérer a posteriori. Donc, il n'y a aucune obligation ni prescription sur l'usage de l'affichage des commentaires. Donc chaque carnetier fait à son gré. Mais donc, comme sur n'importe quel blog, il est possible de poster des commentaires sur les billets de blog. Et en fait, c'est l'ouverture d'une conversation. Alors on voit bien dans les usages que les carnetiers savent très bien orienter leur écriture, qui opère une sorte de présélection sur les gens qui vont se permettre de commenter les billets. Donc il ne faut pas avoir peur des personnes qui vont commenter et intervenir. C'est vraiment assez balisé comme usage. Et là, par exemple, l'exemple que je vous donne, c'est un carnet qui s'appelle Sur un son rap, qui est porté par Karim Amou. Donc vous voyez le répondant, qui lui a fait le choix de s'ouvrir. Alors, il travaille sur le rap et donc il a fait le choix vraiment d'ouvrir son carnet de manière à ce qu'il soit lisible pour les amateurs de rap. Et là, dans ce billet, il avait fait un billet sur les lieux de danse à Paris, notamment qui recevaient des rappeurs dans les années 80. Et il a reçu pas mal de commentaires qui venaient affiner son interprétation, mais qui venaient aussi donner des informations brutes de gens qui avaient connu cette époque et de choses qu'il n'avait pas, lui, retrouvées en faisant sa thèse. C'est un carnet qui était issu d'abord de sa thèse. Et de ces commentaires, il a fait un nouveau billet. Et donc, c'est pour vous montrer aussi la circulation de comment là, on voit la vie intellectuelle du chercheur et donc comment la circulation de sa réflexion, comment il en est arrivé à partir de ses commentaires et d'autres ressources qui lui ont été signalées, à affiner ce qu'il avait écrit une première fois ou à décaler son regard. En fait, ça dépend. Voilà. Mais évidemment, les carnetiers sont présents ailleurs sur les réseaux sociaux. Et là, je voulais vous montrer un billet sur un carnet qui s'appelle Lieu de savoir, qui est un carnet issu d'un livre. Alors typiquement, en plus, c'est un livre en plusieurs volumes qui se propose de réfléchir qui en fait réfléchit donc au lieu de savoir, qui fait l'histoire et la sociologie des lieux de savoir, notamment des livres, et qui est évidemment par extension des carnets de recherche. Et l'auteur, qui s'appelle Christian Jacob, a ouvert une discussion un samedi soir. Il a eu beaucoup de répondants, le 24 novembre, je crois que c'était un samedi soir, une discussion sur les nouvelles formes du livre dans l'espace numérique. Alors je vous ai fait une capture d'écran d'une partie de la conversation. Donc cette conversation, il est ouverte sur Twitter, aussi pour répondre tout à l'heure au questionnement sur Twitter. Il a ouvert sur Twitter et il a eu énormément de réponses. Je vous ai fait une capture d'écran d'une partie de la conversation. Et de ces réponses-là, il en a fait un billet le lendemain, le 25 novembre, qui récapitule un peu l'ensemble de ses réponses et qui donne ses premières impressions, sa première manière d'ordonner ça. C'est évidemment une étape dans son cheminement. Et ce que vous voyez en bas à droite, c'est les premiers commentaires à ce billet, donc pour continuer sur l'idée de la circulation, voilà, et de la discussion permanente. Alors une autre manière de circuler, on passe à un autre usage, ça s'appelle les vases communicants. Je ne sais pas si vous connaissez le principe des vases communicants.
C'est un principe né sur les blogs littéraires. L'idée, c'est que deux auteurs de blogs s'échangent leurs espaces de publication, et donc que l'un va publier chez l'autre et l'autre va publier chez l'un au même moment. Et donc l'idée, évidemment, c'est qu'il y a tout un jeu intellectuel et de thématiques partagées, croisées. Voilà. Alors c'est quelque chose que les carnetiers en sciences humaines et sociales se sont très vite appropriés. Donc ils ont participé à ce mouvement de vases communicants, notamment les carnetiers sur hypothèse. Donc à gauche, vous avez un exemple d'échange entre Claire Placial, qui est porteuse du carnet, donc qui se trouve du coup en dessous, qui s'appelle Langue de Feu. Elle est traductrice. Et Marianne Pavot, toujours la linguiste, qui elle est porteuse du carnet, qui s'appelle La pensée du discours. Et donc elles ont fait un échange de billets, le temps d'un jour, le temps d'un billet. Et en fait, c'est ce principe d'échange qui en fait donne une circulation du coup, puisque c'est un échange à deux, mais le même peut faire un autre jour avec un autre, et donc une circulation entre carnetiers. Ça a donné lieu à l'ouverture d'un autre carnet sur hypothèse qui s'appelle Table ouverte et qui répercute, valorise l'ensemble de ces circulations de vases communicants. Voilà. Et enfin, un autre mode de circulation, c'est ce carnet qui s'appelle Espace réflexif, qui est pour le coup vraiment né des échanges intellectuels entre carnetiers, c'est-à-dire au-delà des vases communicants, au-delà des hyperliens, au-delà des conversations sur Twitter entre carnetiers. Ils ont décidé de finalement, plusieurs d'entre eux, pas tous sur hypothèse, ont décidé de se doter d'un espace qui s'appelle les espaces réflexifs, donc qui est un carnet en soi sur hypothèse. Une autre manière de l'appeler, c'est la villa réflexive, avec l'idée qu'on accueille les gens et qu'on s'accueille mutuellement. Voilà. Et donc, je vous ai fait 3 captures d'écran, une capture d'écran du carnet, mais aussi une capture d'écran dans la propos qui liste l'ensemble des intervenants sur ce carnet. Donc, on voit en partie que certains ont un carnet sur hypothèse, d'autres non. Et aussi le principe des invités. On peut accueillir un seul invité. Un invité, pour une fois, ça dépend. Alors, le principe, en fait, c'est que tous les mois, il y a une personne qui tient la villa et donc qui fait une série de billets et qui accueille des invités s'il veut. Et donc, évidemment, pour trouver une thématique qui soit commune à l'ensemble de ces carnetiers qui sont de disciplines et de traditions assez différentes, c'est l'idée de la réflexivité qui est arrivée. Voilà. Donc là, j'étais vraiment dans des usages pour le coup, très Web 2.0. Mais derrière, évidemment, je voulais revenir à la question des formes renouvelées, des formes d'écriture renouvelées, puisque c'est d'abord comme ça qu'ont été pensés et conçus les carnets de recherche pour les carnets de recherche, donc pour les chercheurs. De voir l'idée que ce serait un lieu d'observation et d'expérimentation sur des formes nouvelles d'écriture. Donc vous en avez vu en fait beaucoup dans les slides précédents, mais je voulais revenir sur d'autres usages. Il y a l'insertion des médias. Là c'est pareil en fait. Alors là, une capture d'écran que je vous ai faite, c'est celle d'un billet sur un carnet qui s'appelle La course à la Maison Blanche. Alors en fait, elle ne rend pas justice au billet parce qu'au-dessus, plus haut, il y avait aussi il y a tout type de médias. Et donc il y a des cartes interactives, de l'iconographie, mais également évidemment des images qui bougent, des films, et que tout ça est possible et utilisable dans un billet, dans un même billet. Alors, c'est pas spécifique au billet de blog, puisqu'on le voit maintenant sur les articles de revue. On est capable, nous, de le faire évidemment sur revue.org. C'est pas spécifique, mais pour le coup, parce que c'est très facile à faire d'un point de vue technique sur les billets de blog. Et parce que toujours on est dans un espace de liberté plus fort, il y a un usage beaucoup plus facile, beaucoup plus routinisé des médias dans les billets de blog. Et donc derrière, évidemment, ça invente une manière de présenter, de commenter, d'ordonnancer l'ensemble de ces sources. Toujours pour réfléchir à la circulation entre les formes d'écriture, je reviens sur Lieu de savoir, donc le carnet que je vous présentais tout à l'heure. Lieu de savoir, bien c'est un livre qui a donc vraiment un livre qui est vraiment sur les formes dans lesquelles se matérialise l'intellect. C'est d'abord un livre qui a décidé de se prolonger dans un carnet de recherche. Et l'idée de livre devenant carnet, c'est vraiment potentiellement tout ça, un prolongement, un appui, une préparation. Parfois des carnets sont d'abord des carnets avant d'être des livres, mais aussi au-delà, une extension, un prolongement.
Mais alors parfois on a le mouvement inverse. Et là, je voulais vous présenter un exemple qui me tient à cœur, c'est celui d'un carnet devenu livre. Pour montrer qu'il n'y a pas du tout le carnet produit aussi des objets nobles, plus nobles au sens académique du terme. Là, c'est le carnet d'une chercheuse tunisienne qui s'appelle Qmar Benden, qui dans l'espace, dans le temps qui était celui des années 2010, 2011, 2012, a ressenti le besoin, parfois assez impérieux, d'écrire autrement, parce que évidemment la question de l'utilité sociale du chercheur dans ces moments-là est assez forte. Et donc elle a ressenti le besoin d'écrire autrement que sous forme d'articles scientifiques. Elle a fait ça, alors pas forcément de manière initiale sur son carnet, mais très vite elle a eu besoin d'ouvrir le carnet pour relayer et continuer à écrire d'une manière beaucoup plus libre sur la révolution tunisienne, évidemment, et sur la position du chercheur, les questions auxquelles il doit répondre et sa position en tant qu'intellectuel. En plus, elle est spécialiste de la vie intellectuelle en Tunisie. Et donc, ce carnet, en fait, a donné lieu à une publication a posteriori, à partir de ces textes-là, qui s'appelle Chronique d'une transition. Voilà. Et enfin, pour boucler la boucle, on a un cas, toujours pour revenir sur un son rap dont je vous parlais tout à l'heure, qui était au début un carnet de quelqu'un qui venait de soutenir sa thèse sur le rap, et donc, comme je vous le montrais, ouvrait un espace de discussion pour étendre, affiner son terrain, décaler un peu le regard qu'il avait eu pendant sa thèse sur certaines de ces problématiques. Et au bout du compte, sa thèse a été publiée. Dans la même temporalité où il faisait ce carnet, il réécrivait sa thèse. Donc le carnet a servi à alimenter, à recorriger, à réorienter certains des chapitres de sa thèse. Je peux vous le confirmer parce que j'étais à côté de cette personne assez régulièrement. On travaillait ensemble pendant qu'il faisait ça. Donc j'ai été assez témoin de la manière dont son cheminement intellectuel a été nourri par ce carnet-là. Et donc, sa thèse est sortie le 22 novembre. Et à l'occasion de cette sortie, sous forme donc papier, il a transformé son carnet en carnet de livre, donc a posteriori, et avec l'idée que le carnet devient maintenant un prolongement de son livre, de sa thèse. Et c'est pas uniquement quelque chose qu'il a affiché, hein, il a du coup réorganisé l'ensemble des catégorisations et des modes d'entrée dans son carnet. C'est ce que vous voyez dans le menu. En haut. Il a donc réorganisé l'ensemble de ses billets pour répondre à ce nouvel objet qui est pour lui son carnet. Donc le carnet a une vie, le carnet peut se transformer lui-même. Voilà. Et donc en conclusion, je voulais vous donner quand même deux sources de référence pour aller plus loin. D'abord, cet article sur le blogging scientifique. Alors c'est loin d'être le seul, hein, mais c'est celui qui a été écrit par Marin Dacoste, donc le directeur de notre laboratoire, et Pierre Mounier, qui, pour vous, bon, d'abord il est très intéressant évidemment, mais en plus il vous donne un peu le cadre intellectuel dans lequel a été conçue la plateforme Hypothèse. Voilà, il est accessible en ligne sous YourScribe. Et un autre, pour continuer à boucler la boucle, un carnet de thèse que nous accueillons, et c'est une thèse qui porte sur le blogging scientifique. Voilà, je vous remercie.